Tu crois faire les bons choix textiles. Tu regardes le prix, tu regardes le look, parfois même tu regardes l'étiquette, mais tu passes à côté de l'essentiel. Parce que ce qui détermine vraiment la performance d'un textile, ce n'est pas visible, c'est invisible, c'est chimique. Et ça commence au niveau des fibres. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi une toute petite différence moléculaire peut complètement changer la nature, la fonction, le confort, la durabilité et même l'impact environnemental d'un vêtement. Et surtout, pourquoi tant de décisions dans l'industrie textile sont prises à l'aveugle. On pense souvent que choisir un textile, c'est une question de coût, mais ce n'est pas le vrai problème. Imagine que chaque décision textile que tu prends est basée sur une vraie compréhension des fibres, sur leur nature et leur fonction. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre quelque chose de simple, mais qui change complètement la façon de prendre des décisions textiles. Je vais te parler des fibres. On pense souvent que les fibres, c'est la base d'un vêtement. Mais en réalité, il y a quelque chose d'encore plus petit derrière. Ce sont des molécules qu'on appelle des polymères. Pour simplifier, pour faire plus simple, je vais donner une analogie. Par exemple, la fibre, c'est comme un spaghetti dans un plat de pâtes. Et le polymère, c'est ce qui compose le spaghetti. Par exemple, la farine, l'amidon, les œufs, etc. L'amidon qui compose le spaghetti est comme un polymère. Qu'est-ce qu'un polymère? Un polymère, c'est une longue molécule qui est composée de ce qu'on appelle un monomère. Et les monomères qu'on retrouve dans l'amidon sont le glucose. Et ce glucose va se retrouver à peu près entre 300 à 3000 fois l'un derrière l'autre pour former une longue chaîne qu'on appelle un polymère. Ce monomère de glucose est important parce qu'on le retrouve aussi dans toutes les fibres naturelles, que ce soit le coton, le lin, le chanvre, le rami, la jute. Ces fibres naturelles contiennent un élément qu'on appelle de la cellulose. Et cette cellulose est un polymère composé lui aussi de glucose. Donc, dans les deux cas, que ce soit l'amidon ou les fibres naturelles cellulosiques, elles sont composées de ce qu'on appelle un polysaccharide. Un glucose est un polysaccharide. Cependant, dans les deux cas, que ce soit l'amidon dans le spaghetti ou que ce soit la cellulose dans les fibres naturelles, la forme de ce glucose, les deux sont très semblables, très semblables. Un glucose, si on veut s'imaginer, imaginez-vous le sigle de la Caisse populaire, qui est un hexagone, qui a 6 côtés. Imaginez que chacun des côtés ou chacun des coins est composé d'un atome de carbone. OK? Donc, qui est une forme circulaire, c'est ce qu'on appelle une forme aromatique, qui, à chaque coin, est composé d'un carbone. Donc, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, 5 et 6. Maintenant, dans les deux cas, c'est exactement la même base. Cependant, dans le cas de la glucose alpha, qu'on retrouve dans l'amidon, du côté du carbone 1, il y a une petite molécule qu'on appelle hydroxyle, qui est composée d'oxygène et d'hydrogène, et qui va se retrouver vers le bas. Tandis que dans le glucose qu'on retrouve dans le coton, bien, ce même groupement hydroxyle sur le même carbone va se retrouver vers le haut du carbone. Et c'est cette petite différence qui va faire en sorte que soit la nature va fabriquer un amidon ou va fabriquer de la cellulose qu'on peut retrouver dans les fibres naturelles. J'ai nommé un petit peu plus tôt que dans le polymère, dans l'amidon, de ce glucose alpha qui est formé avec ce groupe hydroxyle vers le bas, peut se retrouver à peu près entre 300 et 3000 fois l'un derrière l'autre, cette fameuse hexagone de carbone qu'on a parlé. Mais dans le cas d'une fibre naturelle ou dans le cas de la cellulose qui compose les fibres naturelles, cette molécule de glucose bêta peut se retrouver entre 10 000 et 14 000 fois. Et pourquoi je nomme cette différence, c'est que non seulement il y a une différence dans la molécule de glucose en tant que telle, mais aussi il y a une différence dans le nombre de fois qu'on va retrouver ce monomère dans le polymère. Et tout ça va faire en sorte que finalement, avec une fibre cellulosique, bien, on peut la travailler, on peut la prendre, on peut la porter.
Tandis que de l'amidon, on ne peut pas faire ça. On va se servir de l'amidon dans la finition des textiles. C'était très fréquent dans le temps lorsque, par exemple, on amenait nos chemises, les gens amenaient leurs chemises au nettoyeur, et encore aujourd'hui, ça se fait, et on demande d'amidonner une chemise. Autrement dit, on va donner de la pesanteur à la chemise. On a une chemise, par exemple, de coton et qu'on va amener chez le nettoyeur et il va l'amidonner. Ce qui veut dire que cet amidon va pouvoir se déposer sur la chemise, donner du corps, donner de la raideur, mais une fois qu'on l'a lavé, cet amidon se retire, s'en va dans l'eau. Mais la fibre de coton, elle, ne se dissout pas, tandis que l'amidon va se dissoudre. Et qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi l'amidon se dissout et pourquoi la cellulose, le coton, ne se dissout pas dans l'eau? C'est justement cette longueur de chaîne qu'on appelle le degré de polymérisation qui fait en sorte que l'amidon est un polymère beaucoup plus petit, donc qui va être facilement émulsifiable. Et en plus, on sera en mesure, nous aussi, de le manger, de le digérer, parce que la chaîne polymérique, le polymère, est beaucoup plus court. Donc, c'est une des raisons pourquoi nous pouvons aussi assimiler, nous pouvons nous nourrir avec de l'amidon, tandis qu'il serait impossible de nous nourrir avec des produits à haute teneur de cellulose. On n'est pas des herbivores. Oui, on mange des légumes, on mange des produits semblables, mais ce sont des produits qui sont facilement digérables. Tandis qu'il y a certains animaux qui peuvent même manger des branches d'arbres, qui peuvent, par exemple, le panda va manger du bambou et tout ça. Donc, il y a un système digestif qui sera en mesure de décomposer ces longues chaînes de polymères de cellulose qu'on retrouve dans le bambou, tandis que nous, notre système digestif est incapable de digérer ce type de produit. Donc, ici, je voulais démontrer la différence entre le monomère qu'on retrouve dans l'amidon et dans la cellulose qu'on retrouve dans les fibres naturelles, et de voir ici, juste s'imaginer qu'il y a une toute petite différence, c'est tout simplement une orientation différente d'une petite molécule sur le premier des carbones, et aussi la longueur du polymère qui fait toute la différence. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Par exemple, certaines fibres vont être recyclées mécaniquement, alors que d'autres vont dépendre de leur structure chimique, de leur composition, pour être recyclées chimiquement. Donc, si tu ne comprends pas ça, on prend souvent des décisions à l'aveugle. Je comprends la frustration que tu peux ressentir quand tu dois prendre des décisions importantes, sans vraiment comprendre ce qui se cache derrière. Dans le textile, c'est exactement ce qui arrive souvent. La vérité, c'est que chaque fibre textile a une raison d'exister. Elles sont toutes nées pour répondre à des besoins spécifiques. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les fibres, c'est la façon dont on les utilise. Et le vrai défi de l'industrie, c'est de les repositionner intelligemment pour maximiser leur performance et leur impact. Dans cet épisode, je vais t'expliquer les grandes familles de fibres textiles et surtout une caractéristique essentielle qu'on sous-estime souvent, leur capacité à absorber l'humidité. Et je vais aussi te montrer certaines erreurs fréquentes de perception qui amènent beaucoup de professionnels à prendre de mauvaises décisions. Les erreurs fréquemment entendues que j'entends souvent, c'est que par exemple, le polyester, c'est mauvais. Je peux juste dire que c'est probablement trop simpliste. Aussi de penser que les fibres naturelles sont toujours écologiques. C'est faux dans certains cas. Donc, il y a beaucoup de confusion entre fibres et performance réelle. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler un peu plus des fibres, des grandes catégories de fibres qu'on retrouve dans le textile. Dans l'épisode 10, où est-ce que je parlais du facteur invisible qui change tout, l'humidité, j'ai encore impliqué l'humidité dans cet épisode-ci, parce qu'une fois qu'on comprend bien comment l'humidité fonctionne à l'intérieur des fibres, on va comprendre beaucoup de leur comportement. On va comprendre beaucoup pourquoi une fibre, par exemple, est biodégradable et pourquoi une fibre ne l'est pas. OK? Et donc, ça nous aide à comprendre, à mieux nous situer dans la façon de comment les fibres se comportent, que ce soit au niveau du vêtement, que ce soit lorsqu'on porte le vêtement, la gestion du microclimat qui est généré à l'intérieur du vêtement, la façon dont l'eau est absorbée, se transporte et désorbée vers l'extérieur. Autrement dit, le confort
qu'on peut avoir, l'aspect touché aussi de la fibre ou du textile. Ici, le toucher, l'aspect de l'étoffe aussi a une importance. Ça sera le sujet d'un autre épisode un peu plus loin. Mais à l'épisode 10, on parlait beaucoup de ce facteur invisible qui est l'aspect d'humidité. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet, parler des fibres, parler des grandes catégories de fibres textiles qu'on retrouve sur le marché actuellement. Dans les fibres textiles, il y a deux grandes catégories qu'on rencontre à tous les jours. Il y a les fibres, ce qu'on appelle naturelles, et les fibres chimiques. Dans les fibres naturelles, on retrouve trois grandes catégories. Les fibres végétales, animales et minérales. Dans les fibres végétales, on retrouve 5 grandes catégories qu'on appelle des graines, des tiges, des feuilles, des fruits ou woody, comme le bois, le woody. Les fibres dans la catégorie des graines sont par exemple la fibre de coton. Dans les fibres qu'on retrouve dans des tiges, dans les fibres végétales, sont le lin, la jute, le chanvre, le rami. Dans les feuilles, on peut retrouver la fibre de sisal. Dans les fruits, on peut retrouver de la fibre de noix de coco. C'est utilisable. Dans certains pays, ils l'utilisent. Et la cinquième catégorie, c'est le woody, qui est le pulpe de bois. Maintenant, dans les fibres animales, toujours dans les fibres naturelles, dans cette deuxième catégorie, on retrouve soit les poils, soit les sécrétions. Dans les fibres textiles animales, dans les poils, on retrouve les plus importants, la laine, le mohair, le cachemire, le chameau, l'alpaca. Et dans les fibres secondaires, on va retrouver le crin de cheval, les poils de vache et le poil de chèvre. Et il y a aussi dans la partie des fourrures, le lapin, le castor par exemple. Dans cette deuxième catégorie des fibres animales naturelles sont les sécrétions. Par exemple, les sécrétions d'insectes, qui est soit la soie cultivée, la soie sauvage ou la soie d'araignée. Et ensuite de ça, il y a les fibres de mollusques, qui sont la soie marine. Et pour terminer, dans les fibres naturelles, troisième catégorie, les fibres minérales, qui sont l'amiante, par exemple, qu'on appelle la chrysolite ou la mosite. Ça s'y termine dans les fibres naturelles. Maintenant, on va débuter ce qu'on appelle les fibres chimiques. Dans les fibres chimiques, comme je disais, il y a deux catégories, les fibres artificielles et les fibres synthétiques. La grande différence entre les deux catégories, c'est que les fibres artificielles, on dit artificielles parce qu'on a pris une matière qui était déjà existante dans la nature, exactement comme je donnais l'exemple de la cellulose dans le coton. Mais au lieu de prendre la cellulose dans le coton, on va prendre la cellulose qu'on retrouve dans les arbres. Et à ce moment-là, lorsqu'on fabrique une fibre à partir de ces fibres ou de cette cellulose, on appelle ça une fibre artificielle. Et il y a les fibres synthétiques. C'est simplement que les fibres synthétiques sont fabriquées entièrement à partir de pétrole. Donc, les fibres synthétiques sont des plastiques. Alors, dans les fibres artificielles, on retrouve 4 grandes catégories, les fibres cellulosiques, protéiniques, alginiques et les minérales. Dans les fibres cellulosiques, on trouve les fibres générées, dont une fibre qu'on connaît très bien, la viscose, la rayonne. Dans les fibres esters, toujours dans les fibres cellulosiques artificielles, on retrouve l'acétate, le triacétate, par exemple, qui va se comporter beaucoup plus comme le polyester, mais c'est une fibre, le triacétate, qu'on trouve moins maintenant dans le marché. Bon, pour des raisons que je ne connais pas, mais il reste que ça serait quand même une fibre qui serait artificielle, donc ce serait une fibre peut-être pour le futur à exploiter, à penser d'exploiter cette fibre parce qu'elle se comporte énormément comme le polyester, mais le polyester, on se rappelle, c'est une fibre plastique. Donc, on aimerait mieux travailler avec une fibre à base cellulosique qui pourrait probablement se décomposer beaucoup plus rapidement, serait beaucoup plus biodégradable parce que de un, sa base, sa nature est cellulosique. Donc, la chimie, rappelez-vous ce que je disais, la chimie pour décomposer, lorsqu'on consomme, nous humains, on consomme de l'amidon et on consomme de la cellulose, bien, la cellulose, notre système digestif ne peut pas le décomposer, alors que l'amidon peut être décomposé par notre système digestif. Bien, c'est un peu la même comparaison entre le polyester et le triacétate. C'est que la nature pourrait décomposer plus rapidement le triacétate que décomposer le polyester. Donc, ça sera peut-être à voir dans le futur que le triacétate, cette fibre artificielle cellulosique,
peut-être, sera utilisé plus abondamment. La deuxième catégorie dans les fibres artificielles, c'est les fibres protéiniques. Par exemple, à partir de fèves de soya, qu'on peut fabriquer une fibre, parce que la fève de soya, il y a des fibres à l'intérieur de ça. Il y a la partie algénique, ce sont des fibres qu'on connaît moins, des fibres de sodium et de calcium. Et finalement, les fibres minérales qu'on appelle des fibres de verre. Ceci termine la composition des fibres artificielles et les fibres synthétiques. Maintenant, ceux qui nous intéressent parce que ce sont eux qui ont un impact sur l'environnement beaucoup plus grand que toutes les autres parce que, justement, sont fabriqués à partir du pétrole, à partir de plastique. Ils sont des plastiques. Nous avons les 4 grandes catégories qui sont les polyamides, les polyesters, les polyuréthanes et les polyvénéliques. Les polyvénéliques, ce sont toutes les fibres acryliques qu'on peut retrouver. Dans les fibres polyamides, on retrouve les nylons, qui sont des aliphatiques. Ce sont des grandes chaînes de carbone qu'on appelle aliphatiques. Par exemple, le nylon, qu'on connaît. On connaît bien ce nom-là. Nylon 6,6, nylon 6, nylon 11, qu'on a retrouvé beaucoup dans le tapis. Et ensuite de ça, les fibres aromatiques. Les fibres polyamides aromatiques, ce sont les fibres, par exemple, le Kevlar, qu'on va retrouver dans les vestes antiballes, qu'on va retrouver dans les structures d'avions, qu'on va maintenant trouver dans les structures de fusées aussi. Donc, ce sont des fibres aromatiques. Rappelez-vous le fameux hexagone que je vous ai parlé, le sigle de la Caisse populaire. Bien, le glucose a une forme hexagone, le monomère a une forme hexagone, mais le monomère qu'on retrouve dans le Kevlar a exactement la même forme. C'est une forme aromatique et qui est très, 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 très stable. Donc, absorbe peu d'humidité et qui est très stable. Donc, la nature le digère vraiment mal. Donc, prend énormément de temps à se décomposer, mais ça, on pourra y revenir. Ensuite de ça, la deuxième catégorie des fibres synthétiques, les fibres polyester. Et on connaît des noms tels que le Fortrel, dans les années 60-70, c'est une fibre qui était très populaire. Le Trevira, le Dacron, c'est des fibres qu'on connaît un peu plus dans l'industrie. Ensuite de ça, il y a les fibres polyuréthanes. Les fibres polyuréthanes, c'est le fameux spandex, le fameux lycra qu'on retrouve. Et ensuite de ça, les polyvénéliques, bien là, on va retrouver soit ce qu'on appelle des acryliques ou des modes acryliques. Et la grande différence entre les deux familles, c'est qu'une fibre acrylique va comporter au moins 85% de son monomère qu'on appelle l'acrylonitrile. Et lorsque la fibre est composée de au moins 80% d'acrylonitrile, on appelle ça une fibre d'acrylique. Tandis qu'une fibre qui est d'acrylique, donc il y a de l'acrylonitrile comme monomère, comme polymère plutôt, et qu'ensuite de ça, on va incorporer des produits secondaires, un peu comme dans nos pâtes de spaghettis, où est-ce qu'on doit mettre de l'amidon, on met de la farine. Dans notre farine, bien, il y a différentes composantes et on rajoute des œufs, on rajoute de l'eau. Donc, dans les fibres mode acrylique, c'est un peu la même chose. C'est qu'on rajoute des produits secondaires, par exemple, pour les rendre à l'épreuve du feu, pour les délustrer, pour augmenter peut-être leur cristallinité. Et ça fait, à cause qu'on est au-delà de 15% de produits secondaires, bien, on appelle ça une fibre d'acrylique modifiée, de là le nom mode acrylique. Et toutes ces fibres ont des façons différentes d'absorber et de désorber, d'évaporer l'eau. Chacune des fibres, en fait, possède ce qu'on appelle un estérésis. Autrement dit, la fibre absorbe l'eau différemment qu'elle la désorbe. Autrement dit, lorsque la fibre sèche, la fibre va perdre l'eau d'une certaine façon, d'une certaine rapidité, on peut dire, mais lorsqu'on la fait absorber, elle va l'absorber d'une autre façon. Et ça, c'est ce qu'on appelle un estérésis. Et ça devient extrêmement important dans l'industrie textile parce que lorsqu'on veut faire des tests sur les étoffes, sur les fibres, on doit apprendre à conditionner nos fibres avant de tester. Tout simplement, c'est qu'on veut faire en sorte que les fibres soient testées au même niveau. Autrement dit, si par exemple une fibre de coton va absorber l'eau d'une certaine façon, une fibre de viscose va absorber d'une autre façon, la fibre de polyester va absorber d'une autre façon, mais on va être en mesure de tester ces fibres de la même façon et pouvoir les comparer l'une à l'autre. Et on doit utiliser une procédure, un protocole qui est très simple. On prend la fibre, on la sèche entièrement et complètement dans un four
Et ensuite de ça, on le remet dans ce qu'on appelle une atmosphère contrôlée. L'atmosphère contrôlée, c'est lorsque, tout ça dépend d'un standard, c'est que l'atmosphère contrôlée sera alentour de 21 degrés Celsius et à une humidité relative de 65 %. Et il y a une raison pourquoi on fait ça dans cette façon-là, c'est qu'à 65 % à 21 degrés Celsius et 65 % d'humidité relative, tous les fibres se rejoignent. Autrement dit, les fibres vont perdre ou soit gagner, dépendamment du type de fibre, va soit perdre ou de la force ou gagner de la force. Et à 65 % d'humidité relative à 21 degrés Celsius, bien, les fibres ont tous perdu ou gagné au même niveau leur force ou perdu leur force. OK? Ça veut dire qu'on est en mesure de vraiment comparer, d'optimiser, de maximiser l'ensemble des fibres. Et c'est très important dans les usines de tissage, dans les usines de filature, de contrôler l'humidité. De un, parce qu'on sait, comme je viens d'expliquer, où est-ce que les forces se rencontrent, et ça fait en sorte, par exemple, que tu peux filer ou tu peux tisser des fibres qui sont complètement antinomiques, qui sont vraiment opposées dans l'absorption ou la désorption de l'eau, par exemple. Le coton va augmenter de force à l'état mouillé, tandis que la laine va diminuer de force à l'état mouillé. Là, donc, lorsqu'on est dans un état contrôlé à 65 % d'humidité relative et une température contrôlée, soit 21 Celsius, bien, ça permet de filer et de tisser ces deux fibres-là, même s'ils ont des comportements opposés. Donc, c'est un aspect extrêmement important. Puis même encore aujourd'hui, dans l'industrie de la filature, l'industrie du vêtement, lorsque les produits, que ce soit une étoffe ou que ce soit un fil, qui est vendu au poids, on doit constamment réajuster l'humidité pour justement pas vendre de l'eau en surplus ou vendre de l'eau, moins d'eau, parce que dans ce cas-là, l'entreprise perdrait des sous, perdrait de l'argent. Donc, il faut ramener ça tout à fait au standard. Et si on regarde les types de fibres, et grosso modo, ce que ça dit, c'est que les fibres naturelles ont tendance à absorber beaucoup plus d'eau. Par exemple, si on regarde le coton, le lin, la chanvre, la jute, le coton va absorber entre 6,5 et 8 % d'eau, 8,5 % d'eau. Le lin, à peu près 12, le chanvre, 12, la jute, à peu près 13,5. Et dans les fibres naturelles animales, la laine va absorber de 13,6 à 17 %. La soie, 11 %, le cachemire, 11 %, le mohair, 10 %, l'alpaca, 10 %. Donc, on peut voir que les fibres naturelles ont tendance à absorber quand même relativement d'eau. Donc, dans les usines de filature, dans les usines de tissage ou de tricotage, on doit apprendre à contrôler absolument l'humidité. Cependant, les fibres synthétiques, on peut voir les fibres synthétiques, par exemple, le polyester absorbe 0,4 %, 0,4 % d'eau. Le nylon absorbe à peu près 4,5 %. Et les fibres Kevlar, que je vous ai parlé un peu plus tôt, les fibres aromatiques, à peu près 6 %. L'acrylique, 1,5 % et l'élastane, donc le spandex, 1,3 %. On voit que les fibres synthétiques absorbent énormément moins d'eau. On pourrait dire, ouais, ben, c'est peut-être une bonne chose, c'est plus facile à contrôler. Ouais, mais n'oubliez pas, c'est des fibres plastiques. Donc, en quelque part, ces fibres ne se décomposeront pas ou vont se décomposer difficilement dans la nature parce qu'elles absorbent justement moins d'eau. Tandis que les fibres naturelles qui absorbent entre, comme le coton, 6,5, aller à la laine à 17 % vont se décomposer beaucoup plus rapidement dans la nature. Et si on compare avec les fibres artificielles, les fibres régénérées à partir de cellulose qu'on retrouve dans les arbres, par exemple la viscose, va absorber à peu près 11 % d'eau, l'acétate à peu près 6,5 %, le modal, le lyocell, c'est des noms qu'on connaît, va absorber jusqu'à 11 % d'eau. Donc ces fibres, même s'ils sont des fibres classées dans les fibres chimiques, sont composées de monomères et de polymères qui sont naturels, donc absorbent beaucoup plus d'eau. Alors, si la fibre absorbe l'eau, donc la fibre est ce qu'on appelle hygroscopique, la fibre sera biodégradable beaucoup plus rapidement et non seulement aura une capacité biodégradable supérieure, mais aussi pourra conférer à l'intérieur du vêtement un confort différent parce que cette fibre
absorbe l'humidité. Donc, de cette façon-là, le microclimat va être influencé à l'intérieur du vêtement. Et si on a une fibre contraire, une fibre chimique hydrophobique, à cause qu'elle est hydrophobique, donc a peur de l'eau, bien, finalement, elle n'absorbera pas d'humidité et elle va être biodégradable sur une plus longue période. On peut aller jusqu'à 200 ans. On parle même de fibres éternelles, là, qu'on dit, là, par exemple, si on parle de fibres polyamides aromatiques, telles le Kevlar, par exemple. Et ces fibres-là, à l'intérieur d'un vêtement, on pourrait penser, à cause qu'elle absorbe peu l'humidité, pourrait causer de l'inconfort. Oui, peut-être qu'à cause qu'elle est près de la peau, elle peut causer de l'inconfort. Cependant, en combinaison, dans l'étoffe, en combinaison avec des fibres absorbantes telles la viscose ou le coton, à ce moment-là, elle peut additionner énormément de robustesse dans le textile, mais aussi, en complémentarité avec une fibre naturelle, pourra conférer un certain confort. Dans le textile, c'est toujours comme ça. C'est toujours une question de compromis. Si je mets un petit peu plus de ci, je mets un petit peu plus de ça, je vais affecter soit le confort, je vais affecter soit le toucher, je vais affecter soit ses performances. Donc, on doit choisir. Et c'est pour ça que aussitôt qu'on doit concevoir un textile, aussitôt qu'on doit concevoir un vêtement, on doit reculer jusqu'à la fibre. On doit penser quelle fibre je dois inclure à l'intérieur de mon étoffe textile. Donc, comprendre la capacité d'absorber l'humidité, ça devient un peu notre base à comprendre. Oui, cette fibre est biodégradable parce qu'elle absorbe l'humidité. Cette fibre est moins biodégradable parce qu'elle n'absorbe pas d'humidité. Oui, mais là, si j'en ai dans mon vêtement, qu'est-ce que je fais avec? On va voir tantôt, il y aura peut-être des solutions. Donc, l'impact sur le confort et la performance, on peut voir qu'elle est très grande. Dans l'épisode 10 sur l'humidité, j'ai donné l'exemple d'un chirurgien et d'un pompier. Dépendamment du type de vêtement qu'il portait, dépendamment de son activité, dépendamment de l'environnement extérieur, bien, un vêtement pouvait être confortable, pouvait être à l'intérieur d'une fenêtre opérationnelle, mais aussitôt que l'activité change ou l'environnement extérieur change, bien, le même vêtement qui est statique, lui, devient inconfortable. Donc, c'est important de comprendre l'aspect humidité à l'intérieur du vêtement, l'aspect microclimat, mais comprendre aussi comment la fibre va l'absorber, va en fait l'attirer, va l'absorber et va la désorber ou va la retirer. Donc, ça a un impact sur le confort, ça a un impact sur l'entretien des vêtements aussi. Si une fibre absorbe beaucoup d'humidité, bien, ça sera un impact sur l'entretien. Par exemple, la fibre de viscose, la rayonne que j'ai parlé, c'est une fibre chimique artificielle. Donc, on a pris ces polymères, son polymère de cellulose, on l'a pris dans la nature, on l'a pris dans le bois. Et ce polymère de cellulose avait un certain degré de polymérisation. Et vous vous rappelez, c'est ce glucose bêta qu'on retrouve sur une très longue chaîne carbonée, qui peut avoir jusqu'à de 10 000 à 14 000. Mais quand on l'a transformé en viscose, on l'a coupé ces chaînes-là. Donc, ces chaînes-là sont beaucoup plus courtes dans la rayonne et dans la viscose. Donc, ça veut dire que la façon que la viscose va absorber d'eau, oui, elle absorbe beaucoup l'eau, mais lorsque la viscose absorbe l'eau, elle devient moins forte, contrairement au coton. Le coton, lui, devient de plus en plus fort. Et j'aimerais que vous puissiez faire un petit test. Si vous avez des guenilles de coton chez vous, des choses, un linge que vous pouvez déchirer, là, mais assurez-vous que c'est du coton. Faites un test. Prenez cette guenille, tentez de la déchirer à sec. Ensuite de ça, mouillez-la. Mouillez-la comme il faut et essayez de la déchirer. Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile une fois qu'elle est humide. C'est simplement que l'eau, une fois qu'elle a pénétré le coton, la fibre absorbe de l'eau, mais il y a comme un effet, il y a plusieurs effets chimiques, physico-chimiques qui se produisent ici, qui fait en sorte que le coton devient plus fort. Tandis que la laine, si vous auriez, c'est rare qu'on a un chiffon, une guenille de laine, si vous prenez de la laine à l'état sec, vous tentez de le déchirer et que vous le mouillez et vous tentez de le déchirer, vous allez voir, il est beaucoup plus facile à déchirer à l'état mouillé. Bon, ça veut dire quoi? Bien, on a la même chose avec la viscose. À cause que c'est une cellulose dégénérée, bien, une fois qu'il est humide et plus facile à déchirer, il devient plus faible. Ça veut dire que c'est la raison pourquoi, lorsqu'on entretient un tissu, un vêtement de laine, de un, on ne veut pas qu'elle feutre,
et je vais expliquer éventuellement pourquoi la laine feutre. On ne le veut pas aussi, si on le suspend pour sécher, par exemple sur un cintre, bien, la laine, elle, étant donné qu'elle absorbe c'est la fibre qui absorbe le plus d'eau, bien là, par capillarité, l'eau va descendre dans le vêtement. Et rappelez-vous, lorsque la laine est mouillée, elle est plus faible. Ça veut dire que où est-ce qu'à un moment donné, il y a suffisamment d'eau pour qu'il soit plus faible, bien là, l'eau va descendre, va attirer vers le bas, et là, le vêtement va étirer. Le vêtement va déformer. Exactement la même chose avec un vêtement de viscose de rayon. C'est pourquoi qu'on demande de le sécher à plat. De cette façon-là, la gravité n'aura aucune influence. On doit sécher à plat. Donc, de cette façon-là, le vêtement va se déformer beaucoup moins. Et, bien entendu, avec la laine, on demande d'entretenir laver à la main. Et la viscose, on peut laver à la machine, mais rappelez-vous, il faut faire sécher à plat, simplement parce que la cellulose, ce polymère qui est à l'intérieur de la fibre, est dégénéré. Donc, ça veut dire qu'il est affaibli. Donc, c'est la raison pourquoi on doit le sécher à plat. Alors, on peut voir qu'en connaissant la nature, la fonction d'une fibre, on peut éviter certaines erreurs. Parce qu'il y a certaines erreurs qui sont fréquentes présentement dans le domaine textile. On pense par exemple que les fibres naturelles, c'est mieux. Mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines cultures qui prennent beaucoup d'eau. Par exemple, la fibre de laine, c'est une fibre naturelle. Mais si on se rappelle dans l'épisode 9, où est-ce qu'on parlait des bilans carbone, la fibre de laine est fabriquée à partir de moutons. Et les moutons, eux, dégagent énormément de méthane, qui est un gaz à effet de serre qui est encore plus néfaste que le monoxyde et le dioxyde de carbone, qui est jusqu'à 27-29 fois plus fort. Donc, le mouton, avec son alimentation, va dégager énormément de méthane. Donc, la fibre de laine, on parle d'un facteur d'équivalence. Si vous vous rappelez, le facteur d'équivalence, c'était à regarder, par exemple, si je prends 1 kg de fibre, équivalent, par exemple, dans un vêtement, à la fin de son utilisation, bien, la fibre elle-même aura utilisé, la fibre de laine, par exemple, aura utilisé 27 kg de CO2 de facteur d'équivalence. Alors qu'une fibre de coton peut aller jusqu'à à peu près 6, 7, mais si, par exemple, le coton est biologique, il peut être à 3 kg d'équivalent de CO2 par kilo de fibre. Si on regarde maintenant au niveau du polyester, on va utiliser le polyester comme exemple parce que c'est un exemple qui est très fréquent dans l'industrie. Le polyester, c'est une fibre de plastique, c'est une fibre synthétique, donc une fibre chimique synthétique. Mais si, à cause de sa structure moléculaire, à cause de sa structure polymérique, c'est une fibre qui est thermoplastique. Ce qui veut dire que, étant thermoplastique, si la fibre est bien disposée à la fin de son utilisation utile, si le vêtement est composé à 100% de polyester, bien, on peut la reprendre et refabriquer du polyester. On peut refabriquer des billes de plastique qui vont être refondues et refabriquées et retournées en fibre. Donc, la fibre de polyester, oui, vous allez me dire que c'est une fibre de plastique, mais on doit la penser différemment maintenant. C'est trop simpliste de dire que c'est une fibre de plastique, c'est pas bon. Si les fibres naturelles avaient été parfaitement, on peut dire, en adéquation avec les besoins humains, on n'aurait pas développé ces fibres synthétiques. Je ne suis pas un expert en écologie, mais si demain matin on devait s'habiller entièrement de fibres naturelles, probablement on serait incapable d'habiller tout le monde. Donc, les fibres chimiques deviennent potentiellement intéressantes. Elles deviennent intéressantes dans le sens que si elles sont bien développées du début et qu'on le retrouve dans un vêtement qui peut être recyclé à la fin, bien, c'est pas pire que des bouteilles de plastique qu'on recycle. Il faut penser différemment aujourd'hui. Comment choisir la bonne fibre selon le besoin recherché? Il y a 3 grandes lignes. Il faut aujourd'hui, dans le domaine du textile,
Et on sait que dans les chaînes d'approvisionnement sont extrêmement larges aujourd'hui. Les fibres viennent de partout dans le monde. Si on est un filateur, si on est un fabricant, un tisserand, un tricoteur au Canada, au Québec et même en France, la plupart des fibres viennent d'Asie. La plupart des fibres viennent de très loin. Alors, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais cependant, sur quoi on a le contrôle? C'est sur la finalité du vêtement. C'est sur la finalité du produit. Si on fait ce qu'on appelle de l'éco-conception, du début, on connaît les tenants et aboutissants. Donc, toute la suite va déterminer la fin de vie du produit. Si je veux un produit qui va être recyclable, je veux un vêtement qui va être recyclable à la fin, bien, je dois utiliser les bonnes fibres au début. Oui, peut-être je vais utiliser du polyester, mais si je l'utilise 100% non à mélange, d'une façon multicouche dans un vêtement, je serai capable de le sortir du vêtement, je serai capable de le renvoyer recycler. Parce que les mélanges de fibres, c'est ça qui rend très difficile à recycler. On peut recycler mécaniquement, mais chimiquement, ça devient pratiquement impossible. Alors, l'éco-conception vient nous faire mettre les priorités sur l'ensemble de la fabrication du produit et sur toute la chaîne de valeur. C'est ce qu'on appelle l'éco-responsabilité. Et en tant que fabricant textile, en tant que spécialiste dans le textile, en tant que fabricant ou de même de détaillant, de commerçant dans le vêtement, on doit aujourd'hui, à cause de ce fléau de la surconsommation, on doit poser des questions. On doit demander comment ce produit-là a été exécuté. Est-ce qu'il a été exécuté, par exemple, par le travail des enfants? Est-ce qu'il a été exécuté? Est-ce que les gens ont été payés de leur propre produit? Est-ce qu'ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir? Ou j'oublie ces questions-là et je continue à faire ce que les Temu, ce que les chaînes de ce monde font, nous pousser à la surconsommation. Donc, l'éco-conception, si on veut être responsable, c'est extrêmement important du début. Faire ce qu'on appelle du reverse engineering aussi. Partir de besoins et ensuite remonter la chaîne d'approvisionnement. C'est ce qui va nous aider à faire l'éco-conception. Mais pour ça, il faut comprendre vraiment ce qu'on fait. Il faut comprendre la nature des fibres. Et, bien évidemment aussi, favoriser des partenaires locaux. Favoriser des concepteurs locaux. On a tout ce qu'il faut ici au Canada. On a tout ce qu'il faut en France. On a tout ce qu'il faut pour éco-concevoir. On a tout ce qu'il faut pour faire du reverse engineering, puis finalement fabriquer un produit, un textile, une étoffe et un vêtement qui sera à la fin recyclable. On doit repenser nos façons de faire. C'est extrêmement important, sinon on s'en va, on sait où, droit dans le mur. Et pour éviter le pire, on doit apprendre à comprendre ce qu'on fait. On doit apprendre à connaître la nature, la fonction des fibres qu'on retrouve dans nos textiles. Bien entendu, c'est complexe. Je dirais même que c'est compliqué. C'est encore plus compliqué que complexe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec ce phénomène d'éco-anxiété et on retrouve ce phénomène de textile qui s'accumule un peu partout, maintenant chez nous, mais qui s'est accumulé longtemps un peu partout en Afrique et que finalement, ces vêtements aujourd'hui sont brûlés, sont retournés en CO2 et on sait quel effet catastrophique ça a sur la nature. Et bien entendu, il serait impossible d'explorer en profondeur chacune de ces fibres dans un seul épisode. Bien entendu, il serait impossible d'explorer en profondeur chacune de ces fibres dans un seul épisode. Mon objectif aujourd'hui était de t'aider à mieux comprendre les grandes familles de fibres et les principes fondamentaux qui déterminent leurs propriétés. Je t'invite à continuer à suivre ce balado car de futurs épisodes et des formations spécialisées seront offertes pour te permettre d'approfondir la nature et les caractéristiques et les rôles spécifiques de chacune de ces fibres afin de t'aider à prendre des décisions encore plus éclairées. Ce que tu dois retenir, c'est simple. Aucune fibre n'est bonne ou mauvaise en soi. Chaque fibre existe pour une raison. Chaque fibre répond à un besoin. Le vrai problème, c'est la façon dont on les comprend et surtout la façon dont on les utilise. Si tu veux faire de meilleurs choix textiles, tu dois changer ton regard. Arrête de juger en surface, reviens à la base. Comprends la structure, comprends l'humidité, comprends la fonction. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ça,
tu ne prendras plus jamais une décision textile de la même façon. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à écouter les prochains épisodes. On va continuer à déconstruire ce que tu pensais savoir.